Bonsoir à tous. Il s'appelle Francis Ponge, il vient d'avoir 78 ans. Il écrit et il publie depuis plus de 50 ans. Et pourtant, vous ne l'avez quasiment jamais vu à la télévision, vous n'avez jamais vu son nom dans une liste de best-sellers. C'est que Francis Ponge est un écrivain un peu secret, discret, c'est un novateur, un créateur, un écrivain tout à fait original. Je dirais bien que c'est un grand poète, mais pour des raisons qui seront expliquées tout à l'heure, il m'est difficile de le qualifier de poète. D'ailleurs, dans son dernier livre, il dit qu'il ne sait pas trop ce qu'est la poésie, et en revanche, il sait très bien ce qu'est une figue. D'où le titre assez singulier de cette émission, Francis Ponge, la figue et la poésie. Ce sera le 96e numéro d'Apostrophe. Francis Ponge, donc merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Et cette émission, je le dis tout de suite, se passe comme les autres, en direct, dans un studio de la rue Cognac-Jay. L'année 77, je dirais que c'est vraiment l'année Francis Ponge, parce que il y a eu une exposition Francis Ponge au Centre Pompidou, une exposition de vos manuscrits, de vos livres, des peintures que vous aimez. Il y a eu une soirée Francis Ponge au Centre Pompidou. Il y a eu les écrits Beaubourg publiés par le Centre Pompidou. Il y a eu aussi trois autres publications. Chez Gallimard, l'Atelier contemporain. Dans la collection de poche 10-18, le colloque de Cerisy qui vous était consacré il y a 2 ans. Et enfin, la publication chez Flammarion de Comment une figue de parole et pourquoi. Et puis alors, il y a eu vraiment beaucoup d'articles dans la presse sur vous. Et puis aujourd'hui, Apostrophe. Alors vraiment, avouez que c'est l'année 77. Alors quels sont vos commentaires devant cette attention à vous, devant cette affection, ce remue-ménage autour de vous? Eh bien, naturellement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'aime, bien sûr, qu'on commence à lire un peu mes textes. Une seule chose me chagrine, c'est que mes parents, que j'aimais beaucoup, au contraire de beaucoup de poètes qui, paraît-il, deviennent poètes parce qu'ils ne s'entendaient pas avec leur famille, eh bien moi c'est le contraire, je les aimais beaucoup, mais ils ne pourront pas constater que leur fils atteint une certaine notoriété, en partie grâce à vous, merci. Ah non, grâce à vos œuvres, vous avez publié, je le répète, depuis 50 ans. Je vais vous présenter les autres invités. À ma droite, Robert Sabatier de l'Académie Goncourt, qui est romancier, mais qui est aussi poète, qui est un historien de la poésie, puisqu'il a publié chez Albin Michel une monumentale histoire de la poésie française, et 2 volumes viennent de paraître, qui sont consacrés au XIXe siècle. À côté de lui, Roger Planchon, qui est directeur du TNP, comédien, auteur dramatique, et l'on peut voir actuellement à Paris, au Théâtre National de Chaillot, votre dernière pièce, Gilles de Rais. Alors là, je passe maintenant à votre gauche, Philippe Jacotet, qui est poète aussi, parce qu'il n'y a que des poètes là ce soir, critique, traducteur, nos meilleurs traducteurs de Hölderlin, Rilke, Musil, Ungaretti, et vous étiez venu il n'y a pas si longtemps à Apostrophe pour présenter la correspondance de Rilke. C'est une émission d'ailleurs assez mouvementée, elle sera plus calme aujourd'hui. À côté de vous, Pierre Auster, qui est lui aussi poète, qui est collaborateur de la NRF, qui a publié des recueils de poèmes chez Gallimard, Les Dieux, La Grande Année, et d'autres. Et puis Jean Rista, poète aussi, écrivain, critique, membre du comité de rédaction de la revue Digraph. Et c'est Jean Rista qui a d'ailleurs édité, qui est l'éditeur de votre livre sur la figue aux éditions Flammarion. Il nous expliquera tout à l'heure comment il a fait ça. Cependant la bougie, par le vacillement des clartés sur le livre, au brusque dégagement des fumées originales, encourage le lecteur, puis s'incline sur son assiette et se noie dans son aliment. Francis Ponge, quelques questions d'ordre biographique, il faut vous connaître, on ne vous connaît pas bien. Vous êtes né
à Montpellier, d'une vieille famille huguenote. Vos premières années se sont passées à la fois dans le Languedoc et en Provence. Est-ce que cela a été marquant dans votre carrière ensuite? Est-ce que cela a été déterminant dans votre personnalité? Sans aucun doute. Il est certain que je suis une feuille d'un arbre qui a ses racines dans cette région, enfin, entre le Languedoc, la Provence. J'ai des cousins snobs qui ont fait des recherches généalogiques et il s'avère que nous sommes là, enfin, depuis très très longtemps, et je suis persuadé de l'importance, enfin, du terroir, de la souche ethnique. Et il m'est arrivé ensuite de quitter cette région parce que mon père, qui était directeur d'agence dans une grande banque au comptoir d'escompte, a été nommé, par exemple en Normandie, à Caen, qui est un peu le contraire de la Provence ou du Languedoc. J'ai toujours, retrouvant ces régions, enfin, considéré que j'étais là, tout à fait au cœur des critères, hein, de mes critères, enfin, que le moindre cabanon, enfin, dans une vigne, était aussi beau qu'un temple grec, enfin. Sans aucun doute, enfin, j'ai été très marqué par mon enfance. Enfin, c'est là aussi que j'ai reçu les premières impressions sensibles, n'est-ce pas? Et le monde des mots, le monde du langage, est-ce que vous l'avez découvert très tôt? Un peu moins tôt, peut-être. Bien que les inscriptions, par exemple, sur les dalles funéraires... qui sont nombreuses là-bas. Qui sont nombreuses là-bas, à Nîmes, par exemple. Oui. Les choses comme les aliscans aussi. Enfin, les inscriptions, n'est-ce pas, sur les épitaphes, si on veut aussi. Ça aussi m'a beaucoup marqué. Enfin, il est certain que mon goût pour l'écriture, la gravure, la pointe